Salut tout le monde. Si je me tiens comme ça, vous m'imaginez tout de suite en train de conduire en tenant un volant entre les mains, voire même le coude à la portière. Bon, c'est tellement évident aujourd'hui, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Et est-ce que ça le restera encore à l'avenir? Bonne question, non? Alors, est-ce qu'on peut se passer d'un volant dans une voiture? Eh bien, on en parle tout de suite. Si on remonte aux origines de l'automobile, ces engins tenaient plus de la calèche à moteur que de la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pourtant, eh bien, tout était déjà là. Une caisse porteuse avec des sièges pour les passagers, 4 roues, des amortisseurs, un moteur, mais pas forcément un volant. Si on prend l'exemple du Fardier de Joseph Cugnot, un des tout premiers véhicules automobiles à vapeur, automobile donc qui se déplace tout seul, eh bien il était dirigé par une sorte de guidon. Par la suite, ce qu'on retrouvera le plus souvent, c'est une sorte de barre avec une poignée, un peu comme une barre de bateau, mais montée devant le conducteur. Seul problème, c'est qu'avec l'amélioration des performances, et donc de la vitesse toute relative de ces engins, et la mauvaise qualité des routes qui tenaient plus du chemin de campagne que de l'autobahn allemande, eh bien la maîtrise de la direction devenait de plus en plus aléatoire. Très vite donc, on va voir de nouvelles propositions émerger. Après la Mancelle à vapeur de 1878, l'obéissante de 1881 du français Amédée Bollée, première voiture de transport de personnes, puisqu'elle pouvait en emporter 12, dispose pour se diriger d'une prémisse de volant qui ressemble aux manivelles pour déverrouiller des portes. Avec la multiplication des inventeurs qui veulent tous montrer leur nouvelle création, on va voir apparaître une nouvelle discipline qui va permettre le développement de technologies, la course automobile. Et le 22 juillet 1884 peut donc être considéré comme un double anniversaire, celui de la première course automobile entre Paris et Rouen, et celui de la naissance du volant, puisque c'est à cette occasion qu'un certain Alfred Vacheron aligne la Panhard numéro 24 sur laquelle il a apporté quelques petites modifications. Et l'une de ces modifications, c'est qu'elle est la première de l'histoire à disposer d'un volant de direction, à peu près comme on l'imagine aujourd'hui, surtout grâce à la barre de direction qui est penchée vers le conducteur, pour que ce soit plus pratique pour le chauffeur bien sûr. Vacheron terminera la course en 4e place, et il faudra encore attendre plusieurs années pour que son volant directionnel apparaisse dans des modèles de série. Mais une décennie après sa première apparition, le volant est devenu pratiquement la norme dans la production automobile, et il est encore en 2024. Pourtant, ce n'est pas parce que c'est devenu la norme qu'on n'a pas continué à chercher d'autres solutions. Les premières solutions alternatives sont apparues aux US sur des prototypes en plein Space Age, et si vous connaissez bien la chaîne, vous savez à quel point j'aime cette période. Avec l'avènement de l'aviation à réaction et la conquête de l'espace, les designers vont imaginer des voitures qui se pilotent comme de véritables vaisseaux spatiaux. Au Motorama de 1959, General Motors présente donc la Firebird 3. En plus de son design complètement fou avec son double cockpit, ses 7 ailerons et des tonnes d'innovations qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui sur nos voitures, elle propose surtout une conduite grâce à un joystick central. Alors rien de plus intuitif pour nous aujourd'hui. On pousse pour accélérer, on tire pour freiner, on penche à droite ou à gauche pour tourner. En plus, le manche étant positionné au milieu de l'habitacle, la voiture peut être pilotée indépendamment depuis le siège de droite ou de gauche. Quelques années plus tard, en 1965, Ford va présenter le wrist twist, qu'on peut traduire par torsion de poignet. Ça devait être une façon de diriger la voiture qui nécessitait beaucoup moins d'espace et d'effort physique qu'un volant plus traditionnel. Il faut quand même se rappeler qu'en 1965, la plupart des voitures sur la route n'étaient pas équipées de direction assistée, et que certaines personnes n'avaient même jamais conduit de voiture dotée d'un tel système. En gardant cela à l'esprit, vous ne pouvez qu'imaginer à quel point le système wrist twist a dû paraître futuriste au public américain. La voiture sur laquelle les commandes expérimentales sont installées est une décapotable Mercury Parklane. Elle est propulsée par un V8 de 7 litres, pèse environ 2 tonnes et mesure 5,50 m de long pour 2 de large. Compte tenu de la taille et du poids de la voiture, il n'est pas surprenant que les ingénieurs aient cherché des moyens de rendre les commandes du véhicule aussi simples que possible à utiliser. Le système wrist twist consiste donc en 2 petits cadrans, essentiellement des mini-volants, un pour chaque main. Ils sont liés mécaniquement et tournent en même temps, l'hydraulique actionnant alors un système de direction assistée relativement standard. En raison de l'ergonomie différente, le conducteur disposait d'accoudoirs de chaque côté, sur lesquels il reposait ses bras tout en utilisant les cadrans pour contrôler le véhicule. En fin de compte, le wrist twist n'a jamais fait son chemin, sinon on en aurait entendu parler, et il n'a jamais été mis en production. Il s'agit juste là d'un des nombreux nouveaux systèmes de direction qui ont été expérimentés au fil des années. On verra ce genre de concept refaire son apparition en Europe à la fin des années 80 grâce au programme Prometheus. Le programme Prometheus
c'est un vaste programme de recherche et développement mené entre 1987 et 1995, une quête collaborative visant à améliorer la sécurité routière de 30% en exploitant l'électronique et les télécommunications modernes, et impliquant notamment Daimler-Benz, Jaguar, le groupe PSA, BMW et Saab. Les innovations techniques comprenaient un régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance de l'état du conducteur, des avertissements de changement de voie, des systèmes de caméras infrarouges pour identifier les obstacles et les dangers potentiels dans des mauvaises conditions. Toutes ces caractéristiques qui, plusieurs années plus tard, sont devenues des caractéristiques et des options communes à de nombreuses voitures. Même les voitures entièrement autonomes faisaient partie du groupe d'études sous la direction de Daimler-Benz, 30 ans en avance sur les développements actuels. Une des premières propositions viendra de Saab en 1988, et forcément, du fait de ses origines aéronautiques, elle proposera la conduite à l'aide d'un joystick directement inspiré de la production d'avions de chasse. Monter dans une Saab 9000 est déjà une expérience en soi, du fait de l'originalité de son tableau de bord. Mais sans le volant, qui doit normalement se trouver au milieu, eh bien c'est encore plus troublant. Le volant a laissé place à un caisson qui contenait un airbag, et donc a été remplacé par un gros joystick sur la console centrale. Mais enlever le volant de sa place habituelle, c'est aussi imposé de devoir déplacer toutes les commandes que l'on retrouve normalement derrière lui. Clignotant, phare, essuie-glace. Elles ont donc été regroupées dans un bloc sur le panneau de porte-conducteur. Le pilote d'essai a déclaré que ses premiers mètres ont été plutôt hésitants, avançant en zigzag dans la ligne droite et surcompensant chaque changement de direction avec le joystick. Mais après un temps et une distance étonnamment courts, manœuvrer la Saab lui est devenu totalement intuitif et s'est avéré une expérience plutôt agréable et enrichissante, avec laquelle, dit-il, la jeune génération de joysticks d'aujourd'hui se sentira totalement à l'aise. Quelques années plus tard, Mercedes va reprendre le même principe du joystick, mais va pousser le concept encore plus loin. En effet, sur la Saab, il ne servait qu'à diriger la voiture à droite ou à gauche, puisque celle-ci avait gardé ses pédales. Mais Mercedes va réutiliser le principe de la Firebird 3, c'est-à-dire un joystick qui reprend toutes les commandes. C'est donc en 1996 qu'on va voir apparaître un véritable ovni, la Mercedes F200 Imagination. Sans même parler de ses avancées technologiques, c'est d'abord par son style bio-design et sa livrée bleue électrique qu'elle se fait remarquer, puisqu'elle préfigure déjà les futurs coupés CL de la marque. Et sous le capot, eh bien on ne retrouve rien moins qu'un V12 6 litres Atmo de 400 chevaux. Par contre, pour l'intérieur, eh bien j'ai trouvé deux versions différentes. Une version, on va dire, assez classique, avec un tableau de bord plutôt normal, mais dont le volant a été remplacé par deux joysticks un peu kitsch, et une deuxième version complètement futuriste pour l'époque, avec deux joysticks également, un peu plus qualitatifs, mais aussi un tableau de bord entièrement numérique, avec système de navigation GPS, commande à reconnaissance vocale et des rétros remplacés par des caméras. Alors je ne sais pas si c'est l'intérieur d'une seule voiture qui a été modifié, ou s'il y a eu deux modèles différents produits, mais dans les deux cas, eh bien, le principe reste le même. Mercedes affirmait à l'époque qu'il s'agissait en fait de composants très technologiques. Ces joysticks étaient par exemple équipés d'un moteur électrique pour fournir des informations au conducteur sur le comportement du véhicule. Mercedes-Benz annonçait que ces joysticks promettaient au conducteur de mieux ressentir la route. Pourtant, il n'y avait pas de lien mécanique entre les commandes et le moteur ou la direction. Tout était contrôlé électroniquement en drive-by-wire, à la façon des commandes de vol fly-by-wire qui commençaient à se généraliser dans l'aviation. Bien sûr, l'action du joystick sur la direction, par exemple, était différente selon la situation, et c'était au système lui-même de juger des intentions du conducteur. Pour le fabricant allemand, eh bien, cette technologie présentait de nombreux avantages sur le plan de l'ergonomie. Il offrait plus de liberté de mouvement pour le conducteur, puisqu'il n'y avait pas de volant, et une posture plus libre. Mais aussi sur le plan de la sécurité, puisqu'en cas d'accident, eh bien, il n'y avait pas de colonne de direction ni de pédale qui puisse pénétrer dans l'habitacle et blesser le conducteur. En 1998, ils vont même équiper une 600 SL cabriolet, dont c'était le lancement d'ailleurs, de ce système renommé Sidestick. Malheureusement, la complexité du système et les habitudes des conducteurs rendront le projet impossible à proposer en série. Bon, en 2020, Mercedes reviendra encore une dernière fois à la charge avec son prototype Vision AVTR. AVTR pour Avatar, le film dont elle s'inspire, mais qui veut aussi dire Advanced Vehicle Transformation. Ouais, on trouve les acronymes qu'on peut. Encore une fois, eh bien, elle se passe de volant qu'elle remplace par une sorte de touchpad qui finalement n'est qu'une version modernisée du joystick. Finalement, si la forme est différente, eh bien, le fond reste le même. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de tous ces prototypes de joystick? Eh bien pas grand-chose. Pourtant, vous allez me dire, une direction assistée électrique est moins lourde qu'un ensemble de colonnes de direction, crémaillères, pompes hydrauliques, etc. Ce qui permettrait d'alléger les voitures, et donc de limiter la consommation. Cela donnerait aussi plus d'espace devant le conducteur et diminuerait les risques de blessures en cas de choc. Mais il reste encore de nombreux obstacles avant son arrivée dans nos voitures. Le premier, eh bien, c'est surtout le coût. Comparé à une direction assistée classique, il est en effet beaucoup plus cher d'installer tout un système de contrôle drive-by-wire
avec ses calculateurs et ses moteurs, etc. Et ce sera sûrement aussi beaucoup plus cher à réparer en cas de panne. Il faudra aussi démontrer la fiabilité du système, ce qui implique de doubler, voire même de tripler les systèmes pour avoir de la redondance en cas de problème. C'est ce qu'on a d'ailleurs dans l'aviation. Alors je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un casser sa direction. Par contre, un système électronique qui plante, ça, c'est beaucoup moins rare. Enfin, il faudrait faire accepter l'idée à des millions de conducteurs qui n'imaginent sûrement pas autre chose qu'un volant pour conduire, tellement c'est ancré dans nos habitudes. Quand on voit comment il a été difficile de faire accepter ne serait-ce que le port obligatoire d'une simple ceinture de sécurité, et le tollé que ça a provoqué à l'époque, je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait si on nous imposait la fin de la conduite avec un volant. Finalement, les seuls véhicules sur lesquels on retrouve ce genre d'installation, ce sont ceux modifiés pour les personnes à mobilité réduite. L'aménagement le plus simple consiste pour eux généralement à remplacer l'accélérateur et le frein par une sorte de poignée de gaz. On pousse pour accélérer, on tire pour freiner, rien de plus simple. Mais il existe aussi des voitures équipées d'un petit joystick qui reprend toutes les fonctionnalités de la conduite, comme sur les prototypes dont on vient de parler. Par contre, bien sûr, ces installations, indispensables pour certains, coûtent des milliers d'euros, ce qui est possible pour les personnes à mobilité réduite grâce à des subventions en général, mais qui reste impossible à rajouter au prix de la voiture de monsieur et madame tout le monde. Donc on peut sûrement dire que la conduite au joystick n'arrivera jamais dans nos voitures, d'autant plus qu'aujourd'hui, les constructeurs essayent plutôt de carrément le faire disparaître pour arriver à la conduite 100% autonome. Et là non plus, je ne suis pas sûr que les mentalités soient prêtes à se laisser conduire par une IA sans avoir aucune possibilité de reprendre le commande. Alors en attendant de voir si l'avenir promis dans le film Minority Report se réalisera un jour, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, activez la cloche et mettez un pouce en l'air, ça donne beaucoup de motivation, et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!